on va étudier très très rapidement les théories classiques, la critique de Marx, je rentrerai pas trop dans les détails, la théorie keynésienne. Ça, c'est en fait tous ces trois points, c'est surtout des points de comment se crée la croissance. Et ensuite, dans un second temps, on étudiera comment se crée le développement avec des modèles de croissance exogènes, modèle de Solow, croissance endogène. On verra quelques modèles alternatifs. Bon, c'est des modèles un peu secondaires. Et la troisième partie, on fera un peu de prospective tous ensemble. L'économie, c'est une science qui a existé depuis, enfin, ça existe depuis très longtemps. Depuis que les hommes commercent entre eux, on a une sorte de comptabilité en fait. C'est les inventaires. Et à partir de ces inventaires, dès l'Antiquité, on a des réflexions économiques de comment créer la prospérité. Et oui, Monsieur R, en fait, depuis la préhistoire, les gens ont dû gérer des stocks et gérer oui, des oui, échanges. c'est ça, c'est ça. C'est ça la base de l'économie. Oui, la base, c'est les échanges c'est entre les individus. Et en fait, de ces échanges-là, dès l'invention de l'écriture, on a des sortes d'inventaires, et ce qui donnera ensuite la comptabilité. La comptabilité moderne, en partie double, mais auparavant, c'était vraiment des inventaires, en fait, à qui j'ai vendu. Voilà. Alors, pour définir les termes, on va étudier un peu ce qu'est la croissance économique. Alors, d'une manière un peu, on va dire, scolaire. Bon, la croissance économique, je pense que tout le monde sait plus ou moins ce que c'est, mais en gros, c'est l'augmentation de la production de biens et services dans une économie. Et l'outil de mesure de la croissance économique, c'est surtout le PIB, produit intérieur brut. C'est la somme en fait de tous les biens et services produits dans une zone donnée. Ça, c'est la croissance. En général, la croissance, on l'associe plus à quelque chose de court à moyen terme. Et on a le développement. Le développement, c'est quelque chose qui est plus associé à quelque chose de moyen à long terme. En fait, le développement, c'est un concept beaucoup plus large que la croissance. C'est, on va dire, l'ensemble des transformations, tout ce qui est économique, social, institutionnel, visant à améliorer en fait la vie des individus en société. Le but, c'est pas seulement de mesurer en fait la richesse, mais de mesurer est-ce que cette richesse est pérenne, est-ce qu'elle bénéficie à tous, comment elle est répartie au sein de la population. Donc ça, c'est vraiment les deux points, c'est croissance et développement, qui sont pas forcément dans l'inconscient collectif. On dit que la croissance entraîne le développement, ce qui est pas toujours vrai, mais on va dire que c'est quand même en grande majorité vrai. Quand est-ce qu'on a eu une affirmation de ça, c'est-à-dire que la croissance et le développement n'allaient pas de pair ensemble? Alors, excellente question. Du coup, on peut passer à la slide juste suivante. En fait, quand on balaye un peu l'histoire de la pensée économique, on a plusieurs phases, on a des différents courants. On va dire que jusqu'au courant, ce qu'on pourrait appeler pré-moderne, c'est-à-dire avant le XXe siècle, tout ce qui est mercantilisme, physiocrate, classique, marxisme, en fait, tous ces courants-là étudient surtout la croissance, mais n'étudient pas forcément le développement en lui-même. Et à partir du XXe siècle, notamment avec les courants keynésiens, néoclassiques, néo-keynésiens, ces courants-là en fait font un lien entre la croissance et le développement, et comment faire en sorte que la croissance amène le développement. Alors qu'auparavant, avant le XXe siècle, en gros, c'était pas des questions que les économistes se posaient, hein. C'était surtout comment créer de la croissance, créer de la richesse en fait. C'était vraiment ça les bases de ces différents courants. Alors pour balayer un peu les courants, c'est pas le cours est pas vraiment sur la théorie économique générale, mais c'est quand même bien d'avoir en tête quand même des grands courants. On a le courant mercantiliste. Alors pour ces gens-là, en fait, c'est la richesse d'une nation, c'est la quantité d'or et d'argent que possède le pays. Ça, c'est un Ok. courant qui a existé pendant plusieurs siècles, à partir du XVe siècle. C'est un courant qui peut revenir des fois dans l'actualité avec tout ce qui est étalon monétaire or, par exemple. Mais c'est quand même un courant, on va dire, un peu passé quand même. Ensuite, on a les physiocrates. Physiocrates, c'est le XVIIIe siècle. Euh, Le plus connu, c'est François Quesnay, le ouais, français. c'est ça, exactement. Physiocrates, en fait, alors, en général, c'est surtout des grands propriétaires terriens qui, eux, pensent que la richesse d'une nation, ça repose sur l'agriculture, en fait. Que c'est la seule valeur, en fait, qui ramène un surplus économique au niveau d'un pays. Donc, on va dire que c'est de par leur position, qui sont en général des grands propriétaires terriens, c'est normal qu'ils aient poussé ce courant-là, en fait, que l'agriculture, ça entraîne la richesse. Après, c'est pas un courant qui a duré très longtemps dans le temps parce que bon, ça a été très vite démonté de manière théorique. Ensuite, on a les classiques. Alors c'est là où
On peut passer à la slide suivante, Rayed. Excuse-moi, Oui. juste un truc. On a les mercantilistes, les physiocrates qui, quand même, restent dans leur contexte à l'époque, ils avaient raison parce que l'économie était basée sur la terre pour les seconds et les premiers bénéficiaient de cette prise de l'Atlantique qui a fait le commerce transatlantique. Et donc, on avait arrivé beaucoup d'or de l'Eldorado, de l'Amérique du Sud, etc. Ma question, c'est pourquoi il n'y a pas de courant avant, sachant que le premier capitalisme, il arrive véritablement avec les villes de foire au XIIe, XIIIe siècle, avec la renaissance des villes, qui amènera la renaissance tout court et qui se situe 3 siècles avant. Il n'y a pas eu des économistes avant? Alors c'est une bonne question. Alors tu fais bien de recontextualiser en fait tous les courants parce que effectivement là je fais un peu j'aligne un peu les courants, mais effectivement les mercantilistes, les physiocrates, c'était notamment avec l'explosion de la population, l'explosion des récoltes. Tout ça, en fait, il faut vraiment recontextualiser. Hein, par exemple, notamment les classiques. Alors, je dirais tout simplement que avant, en fait, la science économique, elle naît vraiment des anglo-saxons. C'est surtout les classiques qui ont vraiment théorisé ça, théorisé de manière presque, je dirais, scientifique en fait. Même si les écrits des classiques ils sont lisibles de tout le monde, il n'y a pas trop de formules mathématiques, mais il y a vraiment une mathématisation en fait de ce courant de pensée, alors qu'avant c'était plus sur de l'intuition. Donc voilà, je dirais que plutôt que là on rentre dans la science un peu dans le dur, on va dire, avec les classiques. Ce que tu veux dire, c'est que jusque-là, l'économie était gérée, comme on dit en droit, en bon père de famille, donc avec la C'est ça. rationalité, le bon sens, etc. Et puis bon, il y avait moins de variables. Hein, c'était ou la terre, ou ensuite à partir de la prise de l'Amérique, l'or qui arrivait, une sorte de capitalisme. Et avec les classiques, on a une scientifique, je sais pas comment on pourrait dire ça, une scientisation. Enfin, en tout cas, C'est ça. ils ont rendu l'économie scientifique parce que Exactement. avec les néoclassiques, on va se servir de mathématiques même. Hein. Il y a des Oui, trucs oui, comme ça. mais même ne serait-ce qu'avec les classiques, quand tu auras des formules du commerce international de Ricardo qu'on verra après, en fait, c'est vraiment là, on rentre vraiment dans de la mathématisation. Alors, au début, c'est pas trop poussé, mais après, on verra que c'est très, très, très poussé. Et un second point, c'est que c'est à partir, on va dire, des classiques qu'on commence à récolter des données au niveau mondial. C'est-à-dire qu'à l'époque des mercantilistes, alors on avait des échanges, mais on n'avait pas forcément des échanges de données entre les différents pays. Donc, en gros, c'est ce que un philosophe d'économie voyait, pour lui, c'était la réalité. Alors que à l'époque des classiques, par exemple, tu vois, tous les anglo-saxons s'échangent des lettres, discutent, débattent. Donc là, il y a vraiment une sorte de... euh, tu vois, avec le débat, bah, naît des différentes Hmm. théories donc, qui peuvent être Différents prouvées à courants, ouais. travers les pays. Hmm. Ouais, C'est ouais. Ouais, c'est ouais, les non, deux mais principales raisons. Mais la base, ça reste de tout ça, c'est la renaissance des villes qui ramène les gens dans les villes, qui fait que dans il y a une forte densité, c'est-à-dire dans un petit espace, il y a beaucoup de gens. Ces gens ne sont pas forcément producteurs, mais bénéficient de certaines richesses des villes, donc ils ont le temps de penser, donc ça dégage des élites. Ça va dégager ensuite, à l'époque des humanistes, des scientifiques qui étaient aussi philosophes, etc., etc. Et c'est ce qui permet ensuite tout ça. Hein. Oui, non, c'est exactement, bah, c'est un peu le même processus que pour les philosophes classiques, on va dire, pas non économistes. Donc ouais, oui, de toute façon, l'économie, c'est surtout une science des villes, comme tu l'as dit, et puis c'est une science bah, de bourgeois un peu, et puis effectivement, quand on a les biens, enfin, ouais, c'est quelque chose de bourgeois, donc Ben, il faut gérer des biens de beaucoup de gens sur une faible densité et c'est tout un tas de trucs effectivement. Donc je pense que c'est ça parce que quand tu es à la campagne, il y a une autre forme d'économie, c'est une économie rurale qui est basée sur autre chose, qui est basée sur des cycles, qui est basée sur sur le bon des sens aussi. le Il y bon a du sens, bon sens, voilà, ouais. du volume, de la jachérisation, etc. Il y a toujours eu une économie de bon sens, mais là, ce dont on parle, et je vais te laisser parler, excuse-moi, mais je voulais contextualiser un peu. On parle de l'économie qui apparaît en tant que discipline cette fois, pas en tant que Oui, fonction. oui, exactement. Ouais, en tant que fonction, elle a toujours existé l'économie de toute façon. Que ce soit les dirigeants, les rois, etc. Bon, leur but c'était de gérer leurs biens, donc ils faisaient de l'économie de manière indirecte. Mais la science économique, elle apparaît vraiment à partir des classiques, on va dire. C'est eux qui ont vraiment théorisé, qui ont fait des premiers écrits sur comment pouvoir créer de la richesse, euh, qui ont euh, qui ont commencé à mettre des mathématiques, des données. Donc, on va dire que c'est à partir d'eux qu'on commence à vraiment étudier l'économie, alors qu'auparavant, c'était plus quelque chose d'une sorte d'intuition
ou alors certains disent que c'est même l'économie pré-moderne. En fait, les classiques se considèrent eux-mêmes comme des modernes. Et c'était une fonction, en fait, on appelait les gens des administrateurs, des intendants sous Louis XVI. C'était une fonction. Les fonctions existent toujours avant la discipline. Je veux dire, on le voit en guerre. Voilà, tu fais des trucs et plus tard, ça deviendra une arme, ça deviendra quelque chose. Mais jusque-là, tu l'utilises intuitivement. Et donc, c'est vrai que les classiques amènent ça. Alors, ce que j'aimerais que tu nous dises, c'est les classiques, en fait, ils disent quoi? Qu'est-ce qui, par rapport à ce qui se faisait avant, qu'est-ce qui tranche avec eux? Alors les classiques, principalement des anglo-saxons. Les plus connus, c'est Adam Smith, David Ricardo. Adam Smith, tout le monde le connaît pour La main invisible. David Ricardo, tout le monde le connaît pour les théories du commerce international. C'est le fondateur en fait du commerce international, et notamment tout ce qui est avantage comparatif. Alors, ce qu'ils disent, c'est très simple. Pour eux, ils étudient la manière de comment créer en fait de la richesse. Pour eux, il y a différentes variables. Alors, la première variable, c'est l'accumulation de capital en fait. L'accumulation de capital, eux, ils considèrent que l'épargne des gens, ça finance le capital, et ce capital, en fait, il finance le travail productif, qui finance la production, qui fait augmenter la production, et en fait, tout ça, ça crée de la croissance économique. Alors, j'ai oublié de préciser avant, en fait, en gros, la production, il y a deux variables dans la production. Il y a bien sûr la variable capital. Ce qu'on appelle le capital, c'est les outils, voilà, les machines rudimentaires, etc. Et la partie travail en elle-même, c'est la force de travail de l'ouvrier notamment. Donc pour lui, c'est plus on accumule du capital et plus, in fine, en fait, il y a de la production. Ça, c'est l'une des idées centrales. La seconde idée centrale, en fait, c'est la division du travail. Pour Smith, alors lui, il la divise de deux manières. Il la divise premièrement de manière verticale. En gros, c'est en bas de la chaîne, en fait, il y a l'ouvrier, et en haut, il y a ce qu'on pourrait dire l'ingénieur, enfin le concepteur. Pour lui, en fait, il faut que les deux fonctions ne soient pas. Enfin, il n'y a pas qu'une seule personne qui fasse les deux fonctions, donc, qui est bien la fonction conception et la fonction production. Ça, c'est la division verticale. Et ensuite, tu as la division horizontale, c'est que le but, en fait, c'est pour avoir une meilleure production et une meilleure productivité, c'est comment dire, on sépare au maximum possible les tâches. C'est-à-dire que, en fait, on a un ouvrier qui fera de manière vraiment mécanique tout le temps la même chose. Et c'est ça qui va augmenter en fait la productivité. À force, l'ouvrier va se spécialiser dans la tâche, et ça va créer in fine une augmentation de la production et une augmentation de la richesse. Ça, c'est les deux, l'accumulation du capital, division du travail. Cette partie-là, dans l'économie moderne, on verra que avec notamment tout ce qui est notamment tout ce qui est les théories de Toyota, etc. On verra que bon, ça a un peu disparu en fait. Le but, c'est quand même que l'ouvrier soit un peu polyvalent, multitâche. Mais à l'époque, c'était vraiment ça. C'était que l'ouvrier fasse vraiment la même chose, la même tâche, comme une Ouais, machine. c'est ce que fera d'ailleurs, c'est ce qu'on appellera plus tard le Fordisme Enfin, aussi. ouais. Ouais, exactement. Le travail à la chaîne. Le truc, je me permets des fois des petites incises pour apporter quelque chose, mais tu vois, moi je t'ai dit ce que je pensais, tout le mal que je pensais de cette théorie qui est complètement conne, et je vous expliquerai pourquoi après. La division du travail, elle va amener quelque chose, c'est l'aliénation Ouais. et le mal-être des ouvriers, des sociétés de névrosés. Est-ce que tu vas gagner en capital d'un côté, tu vas le perdre en maladie, en arrêt maladie, en drogue diverses, c'est-à-dire des médicaments. On parle de médicaments quand on parle de ça, etc. Et c'est ça qui est rigolo, c'est qu'ils se rendent pas compte que là, en fait, ils ne parlent que de données comment dire ça? Pour eux, l'économie, pour eux, l'homme doit être au service de l'économie, les classiques. Alors que c'est l'inverse. L'homme doit rester au centre du truc et l'économie doit le servir. Et moi, ça me fait rigoler parce que tout ça, on verra que ça, voilà. La division du travail, bah aujourd'hui, non, il y a aucun manager qui te proposera un travail aliénant. Aujourd'hui, on va privilégier, mais même quand tu es agent d'entretien, on va privilégier le capital technique, c'est-à-dire toi, on va te former, on va faire en sorte que tu te sentes bien parce que tu augmenteras ta productivité, tu t'absenteras moins, etc., etc. Donc voilà. Donc et puis les classiques. Enfin, je te laisse reprendre, mais
la main invisible du marché, j'ai plutôt envie de dire ma main invisible sur la gueule d'Adam Smith, parce qu'on voit bien que quand il y a que le marché, il n'y a pas d'État, il n'y a rien. Il y a des riches qui commencent à s'engraisser, qui sont de plus en plus riches. Il y a des pauvres qui sont de plus en plus pauvres. Il y a des classes moyennes qui se délitent. Et il n'y a pas de régulation, parce que c'est bien beau de créer de la croissance économique et de l'accumulation du capital. La Terre n'a jamais été aussi riche. Mais s'il n'y a pas de redistribution, si c'est un pays, et d'ailleurs les anglo-saxons le montreront, c'est des pays où il y a beaucoup de richesses, mais les mecs, même l'Angleterre des années 70, les mecs, ils n'avaient pas de quoi se refaire les dents. Enfin voilà, excusez-moi, je déteste cette théorie et les néoclassiques qui arrivent derrière parce que je les trouve stupides. Voilà, excuse-moi, hein, je te redonne la parole. Alors, comme tu l'avais dit précédemment, en fait, il faut quand même recontextualiser. La théorie, c'est une théorie du XVIIIe siècle. À l'époque, on n'avait pas forcément de spécialisation de l'ouvrier, et à l'époque, ça faisait quand même un certain sens. Bon, la théorie a été poussée à l'extrême, notamment en Angleterre, hein, mais disons qu'il y avait un certain sens quand même. Quand tu recontextualises, effectivement, vu la théorie d'aujourd'hui, c'est une théorie complètement stupide. D'ailleurs, c'est une théorie que Marx, en fait, avec l'aliénation de l'ouvrier, etc., bah, il débunkera. Mais à l'époque, disons que ça faisait un certain sens. Et comme tu l'as dit, bah, l'invisible, en fait, en gros, c'est pour le coup là, c'est le côté un peu le plus discutable de la théorie classique, c'est que en tant qu'individu, si je cherche à maximiser mon intérêt personnel, en fait, ça maximisera l'intérêt général de la société. Ouais, mais C'est une sorte de main invisible. on voit bien malheureusement que c'est faux. On l'a vu avec on l'a vu tout le 19e siècle. Ils ont broyé des millions d'êtres humains occidentaux pour faire des richesses qui n'ont pas été redistribuées ou très peu. Là. Aujourd'hui, ils essayent de nous refaire le coup avec la théorie du ruissellement. Il y a tout un tas de choses. Enfin, on en parlera plus tard sur Patreon, certains réseaux qui véhiculent cette pensée. Mais je rappelle juste que ces gens voulaient que les ouvriers travaillent tous les jours sauf le dimanche, et encore, et étaient payés au minimum. Et ils estimaient, voilà, en fait, oui, c'est vrai qu'il y a une croissance, tout ça, mais elle bénéficie à qui? À une centaine de propriétaires qui ont le droit de vote, le droit de vie ou de mort sur des esclaves, hein, parce que c'était des esclaves, les ouvriers à l'époque. On démarre là, avec la théorie classique aussi, pour recontextualiser, on démarre aussi le mouvement des enclosures en Angleterre et ce qu'on appelle la première révolution industrielle. C'est ça. Et puis, en fait, la théorie classique, on va dire que c'est une théorie qui, peut-être sur certaines bases, elle est quand même assez, je pense, juste à l'époque et même peut-être aujourd'hui. Mais le problème, c'est que cette théorie, elle a été utilisée par des gens un peu perfides. Je pense pas que la théorie, en fait, elle était mauvaise de base. Et après, effectivement, tu as des capitalistes ou des méchants entrepreneurs qui ont utilisé la théorie et qui ont fait que on était quasiment au niveau de l'esclavage à une époque en Angleterre. C'est parce que, regarde, c'est parce que il y avait de la richesse qui a été créée, il y avait de la puissance, mais il manquait quelque chose. Il manquait le lien de cette richesse et le peuple, c'est-à-dire des organes qui redistribuent Qui ont un distribué. petit peu de cette richesse. Et ces organes, ils sont apparus grâce à qui? Aux mouvements sociaux du 19e, à tous ces gens qui ont fait des manifs qui se faisaient tuer. Et eux, ils ont forcé ce grand capital à mieux redistribuer cette richesse. Et les gens se sont mis à mieux vivre à partir de 1910. Tu sais, la belle époque, je disais pas que tout le monde vivait bien, mais enfin voilà. Mais tout le 19e et surtout la deuxième partie du 19e, on voit bien que voilà, ils font beaucoup de thunes, ils sont milliardaires, et les mecs, c'est des gueux. Il y a un problème, les gars. Dans la même maison, tu as des pauvres et des milliardaires. Il y a un problème de redistribution. C'est ça la principale critique qu'on peut faire à l'encontre de cette théorie à l'époque en recontextualisant. Oui, non, t'as complètement raison. Ça, principalement, c'est les théories d'Adam Smith. Il y a la deuxième partie des classiques, c'est les théories de David Ricardo, qui sont quand même beaucoup plus intéressantes, je trouve. En fait, c'est le père fondateur du commerce international. Et en gros, lui, ce qu'il dit, c'est que bah, les pays, en fait, ils doivent se spécialiser dans la production dans laquelle ils ont un avantage comparatif par rapport à un autre pays, et que ça, en fait, vu que tous les pays vont se spécialiser dans ce qu'ils savent faire le mieux, on aura des échanges, par exemple, typiquement, par exemple, au Portugal, on produit du vin pour moins de travail qu'en Angleterre. Les Portugais vont exporter du vin et, par exemple, les Anglais vont exporter des draps, etc. Donc, il y a ce côté maximisation des termes de l'échange. Et ça, cette théorie-là, en fait, c'est vraiment la base du libre-échange actuel, hein. Ça a été un peu amélioré, etc. Mais Alors, Ricardo est bien plus intéressant et aujourd'hui encore, on essaie de l'appliquer, mais ça suppose quoi? Ça suppose l'Union européenne pour que chacun, finalement, s'il est meilleur dans cette production, qu'il la fasse, il consomme moins. Parce que dans une économie de guerre ou une économie où il y a des rivalités, il y a beaucoup de gens, et on l'a vu dans les années, tu sais, les premiers pays émergents, les premiers pays indépendants du tiers-monde, qu'est-ce qu'ils ont cherché? Ils ont cherché à tout faire, notamment l'industrialisation
spécialisation lourde. Parce qu'on peut te dire, ouais, mais attends, tu veux que je me spécialise dans tel type de filière, mais moi, je vais perdre ma souveraineté, je veux pouvoir tout faire. Je veux pouvoir faire des médocs, je veux pouvoir faire des balles de munitions, je veux pouvoir faire du blé. Tu vois, donc Ricardo est plus intéressant, je veux dire, même en théorie, mais ça ne s'applique il faut encore une fois un environnement parfait de paix, de volonté d'échange, et là, ça marche, ouais. En fait, là, c'est le cas pour toutes les théories, hein. On a des prérequis à ces théories-là, des conditions, en fait, si les conditions sont pas réunies, la théorie s'applique pas. Et effectivement, on a différentes conditions que, par exemple, le libre-échange avec la Chine, par exemple, c'est complètement stupide. On l'a vu, on le voit actuellement. Donc, bon, il faut que les conditions soient prérequis, elles soient là. Et bon, dans certains cas, c'est pas le cas, mais à l'époque, même à l'époque, en fait, il y avait quand même un appauvrissement dans certains cas dans le commerce international. Donc, on va dire que c'est les prémices de quelque chose, mais Ouais. qui mérite à être un peu Il y complété. avait ce que fait Ricardo, et là tu as raison aussi, et là je vais dire du bien, c'est qu'il y avait un fort protectionnisme. Hein. Je rappelle que la guerre et le commerce c'était pareil. Hein. Et Ricardo, ce qu'il voulait, en gros, c'était baisser ses protectionnismes pour créer des collaborations qui profitaient à tous. Parce que si tu multiplies les flux d'échanges, tu multiplies la richesse qui circule dans le grand corps, etc. Donc oui, effectivement, ça améliorait en tout cas ce qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire du protectionnisme, tout simplement. C'est ça, c'est ça. Et là, le point le plus central, je pense que c'est le point que les gens relèvent pas trop, mais c'est un point qui sera même repris par les néoclassiques et par beaucoup d'économistes actuels, en fait, c'est que les rendements sont décroissants. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les rendements marginaux sont décroissants. En gros, imaginons qu'on est dans une usine, on rajoute du facteur capital, des machines. Et à force de rajouter des machines, en fait, la production va augmenter, mais elle va augmenter moins vite qu'initialement. En fait, il y a une sorte de courbe à un moment, si tu prolonges la courbe, en fait, on arrivera à une sorte d'état stationnaire qui fait que tu pourras rajouter des machines, en fait, ça servira plus à rien parce que on n'aura pas assez de facteurs travail en face. On sera, par exemple, si tu rajoutes des machines dans une usine, t'as plus de place, etc. Donc, c'est des rendements décroissants, rendements marginaux décroissants. C'est que, en fait, plus tu rajoutes un facteur travail capital, et au bout d'un moment, ça accroît plus, ça ne croît plus. Ça, c'est vraiment, je pense que les gens connaissent pas trop cet élément-là, et c'est un truc qui sera repris en fait par la suite. Hein. On peut parler de Malthus. Bon, Malthus, c'est un classique. Lui, il avait prédit que, en gros, la population augmentera plus vite que la production agricole, et qu'en fait, ça mènera à une sorte de famine géante. Ouais. Ça, on a vu que c'était complètement faux. Il Grâce n'a notamment à pas, l'agriculture. il a pas su anticiper tout le progrès technologique en C'est ça. matière d'agronomie, etc., de vaccination, enfin, de la bonne vaccination. Hein. Tout ça, Malthus. Hein. Il est resté, voilà. Le problème, c'est que cette loi ne s'applique qu'à cette époque. Exactement, elle s'applique qu'à cette époque, et puis on l'a vu à travers l'histoire en fait, que au bout d'un moment, quand l'individu est un peu, il est au bord du précipice, il fait en sorte qu'il puisse produire plus de nourriture pour la population. Au niveau des critiques de la théorie classique, il y a les critiques que tu as formulées auparavant. Il y a aussi également que c'est une critique qui met pas trop en avant tout ce qui est innovation technologique, notamment au niveau tout ce qui est rendement décroissant. Et que si on avait des innovations, ça soutiendrait en fait la croissance au niveau long terme. Ça, voilà. On a fait un petit. La, la principale critique, moi, que j'adresserais à cette théorie, c'est que elle te propose un modèle infini dans un monde fini. Elle propose pas un équilibre. Elle propose le toujours plus. Elle envisage, par exemple, la stagnation comme une décroissance. Elle envisage le temps comme de l'argent. Elle envisage des volumes toujours plus gros, des PIB toujours plus importants, des cours. Et le problème, c'est que sur Terre, les ressources sont limitées. Donc, elle propose une société c'est la société moderne qu'on voit dans toutes les grandes capitales, une société qui consomme plus que ce que la Terre peut lui proposer, et donc des sociétés qui ne sont pas forcément en équilibre. Exactement, et là tu me fais penser à quelque chose, c'est que ces théories-là, en fait, elles se reposent sur l'offre. C'est que c'est pas des théories de la demande, c'est qu'en gros, eux, ils considèrent que le but de la société, c'est de produire plus, et que de toute façon, cette production, elle sera, quoi qu'il arrive, c'est la loi des débouchés et de C, en fait. C'est que l'offre, elle crée sa propre demande. Dès que tu peux produire autant que tu veux, il y aura toujours de la demande, en fait, en face.
C'est ce que Ouais. tu dis en fait, c'est le côté fini et non fini. Ouais. Donc voilà. Ouais, et puis, quitte à la stimuler, quitte à créer une demande aussi. Hein. On le voit, nous, on nous a créé tout un tas de choses qui, je sais pas, il y a tout un tas de superflus. Je prends l'exemple le plus connu, l'après-shampoing ou le pré-shampoing. Tu vois, moi, quand j'ai vu ça, on a créé quelque chose. La tablette. La tablette, c'est vraiment un truc voilà, ils ont réussi à l'intercaler entre le téléphone portable qui est assez gros et l'ordinateur portable, etc. Et donc, quand la demande n'est pas là, ben, ils la créent. Il la stimule par des séries, il la stimule par un mode de vie, il la stimule par, encore une fois, une société de consommation. Ouais, exactement, exactement. Et puis ça serait théorisé par la suite par tout ce qui est Et, marketing, c'est, etc. et petit à petit, cette consommation n'est plus une action, mais devient un être, devient l'être, et on est par consommation. On le voit, les gens déprimés qui achètent des trucs, etc. Il faut absolument acheter des trucs parce que c'est un marqueur social. Et voilà. Et petit à petit, donc voilà, l'acte de consommation devient un être, et tu dois le nourrir. Et c'est ça qui fait le déséquilibre, je trouve, et qui fait aussi la perte d'identité des sociétés qui deviennent consuméristes. Oui, non, exactement, c'est la remise en cause de en fait la loi des débouchés. C'est qu'en fait l'offre elle crée pas forcément sa propre demande et même tant bien même est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est toujours justifié d'avoir, toujours plus de production et est-ce que les biens sont toujours nécessaires? Là effectivement, là on est moins sur une, critique, économique mais plus peut-être d'ordre, philosophique et même, Ouais, puis ouais. il est important de préciser, Cédric Fels le dit en commentaire, que là, on a quand même une théorie qui représente une vision de l'Occident, à savoir le monde anglo-saxon, qui a sa vision. Moi, je la critique pas. Hein. Je pense qu'elle doit s'appliquer là où elle doit s'appliquer, qu'il faut de tout. Encore une fois, une diversité. Les entrepreneurs qui veulent s'engager, ben, ils vont aux USA, puis les autres qui veulent un filet social, ben, ils restent en France. Et c'est bien comme ça. Mais se rappeler aussi que, par exemple, c'est pas la mentalité catholique, ça. Non, effectivement, bah, oui, la théorie classique, c'est vraiment les anglo-saxons, hein. C'est, des Écossais, des Britanniques, qui discutent entre eux, Smith, Ricardo. Donc, c'est pas du tout on n'est pas sur le continent européen, là, on est sur, l'île. Donc, effectivement, ça, tu fais bien de le préciser et c'est dans un contexte, protestant et pas forcément, catholique. Ah, à savoir un contexte où l'homme doit travailler pour l'homme est un pêcheur qui doit, enfin je sais pas s'il pense pêcheur, mais qui doit travailler, le travail est rédempteur, un sou est Ouais. un sou, etc., etc. Bonne mentalité au demeurant, hein, moi j'ai rien contre. Hein. Oui, non, mais ouais, tu fais bien de préciser ça, effectivement. Bah, écoute, on a fait le tour, je pense, de la théorie classique. Voilà, en gros, si vous devez retenir quelque chose, c'est, la main invisible. Accumulation du capital, division du travail et avantages comparatifs. Ça, c'est vraiment comment créer la croissance selon les classiques.